Ce qui va nous faire basculer sur une approche produit, c'est la maturité des stakeholders, évidemment. C'est leur capacité à comprendre les enjeux et le changement de paradigme que ça va comporter. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Canton-Loga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Romain, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode. Tu es Head of Digital and AI Solutions chez Aegis Group. Romain, ce que je te propose avant toute chose, et bienvenue pour cet épisode, c'est de te présenter. Ok, écoute, merci Martin pour l'invitation. Je suis ravi de passer ces 40 minutes avec toi aujourd'hui. Donc moi effectivement, je suis Romain Bertrand. J'ai intégré Aegis en tant que patron de l'équipe digitale et IA il y a environ 10 mois. Et j'ai, on va dire, environ 20 ans d'expérience dans l'IT. J'ai fait une partie de ma carrière au début en tant que prestataire de services en France et en Suisse. Je me suis spécialisé dans le digital. Et on va dire que depuis maintenant une petite quinzaine d'années, je fais du management d'équipe en interne. Donc je suis passé par la SNCF, par Réseau Ferré de France, SNCF Réseau. Ensuite BNP Paribas Real Estate dans l'immobilier. Ensuite, j'ai rejoint OVH Cloud, donc le fournisseur de cloud français et européen, et donc Aegis récemment. Et donc là, j'ai une expertise sur le pilotage d'équipe, on va dire tech et non tech, sur des sujets de transformation digitale. Ok, est-ce que c'est ton passé à la SNCF qui t'a fait atterrir chez Aegis? Comment t'es arrivé chez Aegis? Et est-ce que tu peux nous expliquer? On en parlait, mais Aegis Group, c'est une très grande société, mais pas forcément la plus connue et reconnue. Est-ce que du coup tu peux nous la présenter, nous expliquer un petit peu ce que vous faites chez Aegis? En fait, moi j'ai une particularité, c'est que je suis ingénieur de formation, ingénieur mécanique et matériaux, mais j'ai jamais travaillé dans l'ingénierie. J'ai toujours voulu être fonction support, donc pour moi l'IT c'est exactement ça. Et donc après avoir passé 3 ans chez OVH Cloud, qui était une expérience vraiment formidable, j'ai voulu changer complètement de culture d'entreprise et donc intégrer un grand groupe d'ingénierie. Et donc Aegis, c'est vrai que en fait j'ai répondu à une offre et Aegis je connaissais pas du tout, pour être franc avec toi. Et c'est un groupe qui n'est pas très connu du grand public. Et je vais justement un petit peu en parler aujourd'hui parce que ça va poser le contexte. Très B2B, non? Carrément B2B. Les gens connaissent Aegis sans le savoir. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, notamment pour parler de produits. On a des produits qui concernent des Parisiens sans qu'ils le sachent. Mais c'est principalement une entreprise B2B. C'est un grand groupe d'ingénierie français, mais maintenant international. Et moi, ce qui m'a plu dans le défi de rejoindre Aegis, c'est une entreprise qui, en 2020, avait un barycentre très français. C'était même une entreprise qu'on pouvait dire un peu publique, puisque l'actionnaire principal, c'était la Caisse des dépôts. Et en 2020, depuis 2020, il y a un phénomène de concentration des entreprises d'ingénierie au niveau mondial. Grosso modo, les entreprises sont un peu dans leur stratégie de développement, sont incitées à croître et à faire de la croissance pour rester indépendantes et pour pouvoir se positionner sur des appels d'offres à portée, on va dire, internationale. Donc depuis 2020, l'entreprise est passée d'une entreprise très française sur ses marchés avec un actionnariat public à une entreprise internationale avec un actionnariat qui est principalement privé aujourd'hui, avec l'arrivée de fonds d'investissement français privés. Aujourd'hui, les actionnaires majoritaires chez Aegis, ce sont les salariés et donc ces fonds d'investissement. Et l'entreprise, en 2020, était une entreprise qui faisait majoritairement son chiffre d'affaires en France et qui aujourd'hui fait majoritairement son chiffre d'affaires à l'étranger. Donc 30% en France et le reste à l'étranger. Donc c'est un gros changement d'objectif et de paradigme. Donc ça, c'était un premier élément qui m'intéressait. Et c'est aussi une entreprise qui fait une grosse croissance externe, donc qui va faire de l'acquisition d'entreprises externes sur des marchés à forte croissance. Donc les marchés à forte croissance sur les métiers d'Aegis que je vais présenter juste derrière, c'est l'Amérique du Nord, donc les US, le Canada, le Middle East, donc Dubaï, enfin tous les pays dans cette région,
et puis l'Océanie, donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Europe dans une moindre mesure, mais on va chercher la croissance dans ces pays-là. Okay. Et donc c'est intéressant, une entreprise qui se transforme en interne et qui se développe à l'international dans des régions qui sont très éloignées. Ça, c'est un beau challenge. Est-ce que tu peux nous expliquer, Egis, du coup, sur le plan du numérique, au global, comment vous êtes structuré, quelle typologie de produits, tu en parlais, vous opérez? Je pense que c'est intéressant d'avoir un regard un peu 360 sur tout ça. Voilà, Egis, alors c'est un groupe qui est positionné sur un secteur qu'on appelle AEC, donc c'est un terme anglo-saxon pour dire Architecture, Engineering and Construction. C'est une entreprise qui donc fait de l'architecture et de l'ingénierie d'infrastructures. Donc je vais expliquer sur quelle typologie d'activité, et qui va faire aussi de la construction, donc en tant que maîtrise d'œuvre, et aussi de l'exploitation. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on on couvre l'intégralité du cycle de vie d'un projet. C'est intéressant notamment quand on fait de l'exploitation sur des assets ou des infrastructures qu'on a nous-mêmes conçues. Ça nous permet d'avoir un retour d'expérience sur des choses qui ont été bien conçues et d'autres qui mériteraient d'être un petit peu évoluées. Ça, c'est nos métiers. Donc, c'est une entreprise qui a principalement des ingénieurs dans ses effectifs, des architectes, notamment dans les pays anglo-saxons, et puis des exploitants, donc des personnes qui sont ce qu'on appelle des mainteneurs. Ça, c'est les typologies de profil. La culture d'entreprise, c'est l'excellence technique. Voilà, c'est vraiment l'expertise technique de pointe. Et l'entreprise a des valeurs, notamment sur le fait de produire des infrastructures à bas carbone, donc d'essayer de porter les ambitions de l'accord de Paris. C'est aussi dans notre ADN. Et on a 4 secteurs d'activité principaux, en France et à l'international. Le premier, c'est le rail et les transports, on va dire, du quotidien. GIS est un des leaders sur ce marché en France et à l'international. Sur le ferroviaire, donc on peut prendre 2 exemples emblématiques du moment. On a été retenu comme étant un partenaire privilégié sur le Grand Paris Express et la ligne 15 du métro qui va être livrée dans le cadre de ce grand programme de transformation. La conception et la construction de la ligne 15 a été confiée à Egis. Donc ça, c'est un gros sujet. Et à l'opposé, au niveau donc exploitation d'infrastructures, on a été retenu récemment pour exploiter la première ligne de métro automatique de Grèce à Thessalonique. Donc voilà, on est capable de faire les 2 extrêmes. Okay. Et pour les gens qui habitent à Lyon, notamment Egis est très présent à Lyon sur l'exploitation des tramways de la région. Okay. Ça, c'est la première secteur d'activité. Le deuxième secteur d'activité, c'est le bâtiment. Donc on est ingénieur en bâtiment et on conçoit des bâtiments. Donc ça peut être des bâtiments industriels, mais c'est aussi des bâtiments typiquement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. On a conçu l'Adidas Arena à Paris, donc un stade emblématique de ces JO. Le troisième, c'est tout ce qui est infrastructure routière ou autoroutière. Donc on conçoit des infrastructures routières et autoroutières. Et on est aussi exploitant d'une vingtaine d'aéroports dans le monde. Donc le plus connu est celui de Beauvais et d'une trentaine d'autoroutes. Donc là, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a des sujets autour de la gestion de produits sur cette activité. Et la dernière activité, c'est l'eau et l'énergie, où on conçoit des centrales des usines de retraitement de l'eau, des centrales nucléaires et des réseaux d'eau. Et ça fait aussi partie. On a aussi des produits digitaux sur cette typologie d'activité. Ok. Et du coup, ton équipe ou ton département au global, tu vas nous expliquer un peu comment vous êtes structuré, respecte ces grands métiers ou il y a de la transversalité? Voilà, comment vous êtes organisé? Alors, donc le groupe Egis, c'est 20 000 personnes, donc présents partout dans le monde à peu près, sauf on va dire l'Afrique, c'est un pays qui est un peu moins, enfin un continent qui est un peu moins représenté. Et moi, mon équipe, on fait partie de la direction digitale. La direction digitale, elle a été créée il y a 3-4 ans justement pour accélérer la transformation digitale. Donc on est rattaché au groupe, donc c'est Egis Group, Egis SA, et on est dans une équipe qui est pas, mon département est pas énorme. Hein. La direction digitale, c'est une 60aine de personnes. Quand on fait le rapport 60 personnes sur l'ensemble des collaborateurs, voilà, 20 000 personnes, ça donne un ordre de grandeur. Et donc on a vraiment une approche qui est, on va dire, hybride et matricielle. C'est-à-dire que au niveau du groupe, on porte des fonctions support, on porte des missions qu'on appelle des missions régaliennes pour le groupe, global, qui doivent bénéficier à l'ensemble des métiers, des services lines et des régions.
Et en même temps, on travaille en proximité avec des régions ou des service lines sur des projets digitaux, donc en mode matriciel, c'est-à-dire, là on pourra y revenir un peu plus en détail, mais en mode partenaire ou facilitateur ou enabler. Donc on travaille au service de ces régions pour qu'elles atteignent leur objectif business. Ok, très clair, très clair. Et est-ce que vous fonctionnez comme une petite, entre guillemets, factory, et il y a des relations presque de refacturation interne si vous avez une demande d'un territoire ou d'un métier ou d'une service line, comme vous dites, pour opérer une solution ou un produit, ou pas du tout, c'est vraiment du pur partenariat, vous vous faites connaître, ils vous contactent et vous opérez de cette manière-là? En fait, c'est une excellente question. Sur mon budget de fonctionnement, j'ai un tiers qui a un budget vraiment qui est confié par le groupe pour que je puisse investir, donc sur des compétences techniques, sur des compétences fonctionnelles, donc typiquement sur des sujets de cybersécurité, sur des sujets de performance applicative. Ça, c'est un tiers de mon budget, et les 2 tiers, c'est vraiment des service lines et des régions qui me confient un budget pour que je fasse du développement digital, soit en mode projet, soit en mode produit. On commence justement à basculer sur du mode produit, on va en parler. Et donc on est sur cette approche hybride où on fait un peu des deux. Et justement, tu le disais, projet, produit, je sais que tu vas nous en parler, c'est un de tes sujets, et je sais que c'est un peu complexe dans le milieu industriel, mais voilà, où est-ce que vous en êtes dans l'approche produit? Est-ce que toi, tu y vois un intérêt de mettre en place ce type d'approche? Sur quel type de sujet tu l'as expérimenté ou non? Je sais que OVH était plutôt une boîte aussi avancée sur le mode produit, donc j'imagine que tu connaissais ça aussi par le passé. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de qu'est-ce que le mode produit chez Egis et quel niveau de maturité, quelle illustration il en prend? Alors, c'est vrai que Egis, on travaille pour des clients finaux qui souvent fonctionnent en mode projet. Nos clients, alors je vais un peu simplifier les choses parce qu'il y a plein de typologies de clients, mais c'est en général des organismes plutôt publics, voilà, plutôt étatiques, des marchés publics. Alors en France, mais même aux US, il y a des marchés publics. Sur ces marchés publics, tu as des livrables qui sont clairement attendus. L'aspect temporel est très important. Il faut livrer en temps et en heure. Donc on a souvent à la borne d'Egis, donc avec nos clients finaux, on est souvent challengé sur cet aspect vraiment produit. Néanmoins, quand on parle de cet aspect projet, Néanmoins, quand on parle produit, déjà il faut différencier 2 choses. Les produits vraiment destinés à l'interne, c'est-à-dire les produits qui vont permettre de transformer les métiers de l'ingénieur et d'améliorer l'efficacité des ingénieurs. Et puis les produits qu'on va à destination des clients, qui vont nous permettre soit de rester dans un appel d'offres ou un accord cadre classique dans lequel on va réussir à intégrer une approche produit sur une partie du périmètre selon des conditions très précises pour y arriver, soit aussi on commence à le faire de plus en plus, et ben en fait on veut avoir une approche qui est différenciante par rapport au marché, et c'est là où l'approche produit vis-à-vis de nos clients externes est cruciale. On va pouvoir se différencier, avoir une approche qui va être personnalisée, et ça va nous permettre justement de répondre avec quelque chose de nouveau, différent par rapport à nos compétiteurs, et ça va donc améliorer notre capacité de transformation des appels d'offres. Ok, excellent. Et du coup, là-dessus, t'en parlais dans ta gouvernance, la gestion, j'imagine, de ton portefeuille de produits. Là, aujourd'hui, tu sépares vraiment les produits internes pour les employés, pour la performance opérationnelle du groupe versus ceux des clients. Et est-ce que ceux des clients, vous les déployez que dans le cadre d'appels d'offres, ou quand même tu te dis, on construit des produits pour le long terme pour servir tel métier ou telle typologie de client? Pour répondre à ta question, je vais donner un exemple concret, ça va être plus simple. Sur un produit justement que le grand public, dont le grand public bénéficie régulièrement, alors avec plaisir ou pas trop de plaisir. À Paris et dans d'autres métropoles de France et aussi en Europe, il y a des véhicules automatiques qui mettent des amendes, qui gèrent le stationnement, on appelle ça le stationnement intelligent. Et donc Egis est une des entreprises qui est positionnée sur la technologie. Donc à Paris, sur une partie des arrondissements parisiens, la technologie qui est derrière, c'est-à-dire la captation des données et le traitement en back-office et la gestion des contraventions, des FPS, c'est géré par Egis. Et donc on a plusieurs marchés
Donc en France, à Paris, dans d'autres métropoles françaises, pardon, et aussi en Europe, notamment aux Pays-Bas, Amsterdam. Donc là, on est sur un sujet qui est hyper intéressant parce que déjà, ce produit-là, c'est un produit qui est stratégique pour les clients. Typiquement, Amsterdam, ça représente pas une subvention, mais un revenu de 400 millions d'euros par an. Je pense que Paris, on est sur des ordres de grandeur à peu près similaires. Donc on est sur un produit qui a une valeur stratégique pour le client. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est sur un écosystème où il n'y a pas d'acteurs dominants. Il y a une compétition qui est assez rude, mais il n'y a pas de numéro 1 pour l'instant. Donc la place est à prendre. Donc c'est intéressant pour nous de se dire, là on va investir sur une organisation produit parce que c'est stratégique pour le client. 2, la place de numéro 1 est à prendre. Voilà. Et puis 3, c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement ce cas d'usage d'optimisation du stationnement, on va l'appeler comme ça, en fait il va avoir plein de dénominateurs communs, qu'on soit à Paris, qu'on soit dans une ville de province ou qu'on soit aux Pays-Bas. La problématique c'est à peu près la même, hein. La technique derrière c'est à peu près la même, mais il va y avoir des petits facteurs différenciants. Et donc là, la service line qui s'occupe de ça, pour mettre en place une organisation de produits, elle a fait plusieurs changements, déjà à son niveau, en recrutant du côté métier un product manager. Là où avant on avait quelqu'un qui fonctionnait de manière ponctuelle, ils ont recruté un product manager de métier et avec une expérience dans ce secteur d'activité, ce qui était assez rare. Ils ont aussi amorcé une transformation de leur manière de travailler. Donc ils sont passés d'un mode projet à un mode produit en passant en mode Scrum agile. Donc c'est leur manière de travailler. Donc ça, ils ont eu cette organisation dans la service line. Et avec mes équipes, c'est là où nous on se positionne. On a mis en place des produits digitaux internes pour leur permettre d'être plus efficaces. Donc un exemple, c'est qu'on met en place un design system. Ce design system, donc c'est je pense que tout le monde connaît un petit peu selon les auditeurs, mais donc on utilise Figma et donc c'est des composants réutilisables, des bibliothèques de composants. Et donc ce qui est pertinent, c'est que mes équipes, on porte ce produit design system et on le fait évoluer. C'est à la fois pour nos propres usages, pour le propre développement de mes équipes, pour cette équipe qui fait donc en train de construire un produit autour de l'optimisation du stationnement, et aussi pour d'autres équipes qui vont travailler sur des projets ou des produits sur le retraitement de l'eau, par exemple. Donc sur un business complètement différent. Et en faisant ça, on vient répondre à plusieurs enjeux. Donc on vient accompagner une service line sur un projet stratégique avec un business potentiel fort derrière, et en même temps, c'est le rôle d'une direction digitale centrale. On vient travailler sur la rationalisation, l'uniformisation, la standardisation. L'idée, c'est de baisser les coûts en interne, d'être plus rapide, et donc voilà, de mutualiser les coûts, les risques. Très clair. Et après, est-ce que tu as comme tu disais, tu développes des assets globaux, est-ce que tu as une logique de réutilisation de ces assets pour une autre service line, par exemple, ou un autre sujet? Peut-être sur la data aussi, c'est un de tes périmètres, tes scopes. Ouais, on peut te donner un exemple précis sur la data et sur l'IA. On a donc des cas d'usage IA qui sont en cours. Je vais donner un exemple très précis, un cas d'usage qu'on va démarrer dans quelques semaines. C'est sur ce qu'on appelle les crack detection, c'est-à-dire la détection d'anomalies et de fissures dans les infrastructures. Ah oui. C'est un de nos métiers. La maintenance d'infra. Ouais. Tout à fait. En fait, on est dans nos métiers de la maintenance. On a des équipes aux US qui font des revues périodiques d'infrastructures pour d'infrastructures qui n'est même pas dans notre périmètre. On fait de la prestation de service, on fait des visites. Aujourd'hui, c'est très manuel. Demain, on va développer deux choses. On va développer un agent conversationnel qui va permettre à l'opérateur directement de commenter les défauts qu'il voit, donc de venir alimenter finalement un modèle qui va lui permettre de générer automatiquement le rapport. Et deuxièmement, on va faire aussi ce modèle-là, on va lui faire apprendre les photos, enfin on va intégrer les photos qui seront prises par les opérateurs et on fera de la détection automatique de défauts. Donc on va gagner en efficacité. On fait ça, un cas d'usage pour les US, sur une petite équipe de 10 personnes. Mais en fait, ce métier de revue de l'infrastructure, il est présent partout pour nos équipes au niveau mondial. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on prend ce cas d'usage-là et on met en place une gouvernance en disant, OK, le groupe, donc moi mes équipes, on investit, on va financer l'intégralité de ce cas d'usage pour les US, mais dès le départ, by design,
on commence à embarquer des équipes en France, on commence à embarquer des équipes dans d'autres pays. La donnée va être un petit peu différente. Pour viser la scalabilité du Exactement. C'est le rôle d'une direction. Finalement, dans notre modèle hybride où on a une petite équipe, moi mon équipe c'est 30-40 personnes en centrale, pour un groupe de 20 000 personnes, on doit bien choisir nos projets, se dire ok là il y a un potentiel de couverture au niveau global, de scalabilité, et bien savoir ce qui est vraiment du socle commun. Donc sur les cracks detection, finalement il y a beaucoup de choses qui sont réutilisables ailleurs. Néanmoins, ce cas d'usage, on va aussi l'adapter à de la visite d'infrastructures souterraines, de tunnels. Donc faire un petit peu d'adaptation, mettre en place une gestion offline. Donc on commence à mettre en place une backlog produit. Et moi, dans mes équipes, j'ai sur la partie IA, j'ai des AI officers. J'ai plusieurs AI officers qui ont cette fonction et donc qui ont cette capacité à fonctionner au travers d'une backlog et à avoir une vision sur plusieurs quarters pour délivrer de la valeur à l'ensemble du groupe. Ok, excellent. Et du coup, comment tu arrives à marier tout ça entre du commun, du spécifique? Tu disais que vous étiez une petite équipe, donc il y a effectivement une logique de priorisation. Oui. Et également des logiques business on l'évoquait, de gros clients B2B avec des logiques d'appel d'offres qui vont vous demander des éléments, j'imagine, extrêmement détaillés, précis, et qui vont rentrer dans cette logique projet. Comment tu arrives à marier ça? Est-ce que tu sépares et tu te dis parfois on va que en mode projet, parfois en hybride projet-produit? À quel moment ça peut créer de la valeur? Pourquoi? Est-ce qu'on fait des produits communs qui vont servir demain moult clients, comme tu l'évoquais, ou des technologies IA qui vont servir moult clients et qui vont être sollicités dans moult appels d'offres? J'imagine que c'est pas facile entre le push et pull. Là-dessus, comment t'opères et comment vous posez une stratégie, un mode opératoire là-dessus? Déjà, pour mettre en place une organisation produit, tu dois avoir des compétences et des expertises vraiment spécifiques. Donc, on parle plus de chef de projet, mais on parle de product owner, de product manager ou de proxy PO. On parle aussi de scrum master quand il faut animer une équipe en agile. Avec d'autres compétences, d'autres savoir-faire. Au niveau des GIS, on parle donc d'une entreprise de 20 000 personnes. Je pense que des profils de ce type-là, il y en a quelques dizaines. Mais quand je dis quelques dizaines, il y en a peut-être vraiment des gens qui ont cette expertise, peut-être une trentaine au niveau de l'entreprise. Oui, donc ça reste assez minoritaire. Voilà, il faut choisir ses combats. On est vraiment au début de la transformation. C'est vrai que je l'ai dit, la direction digitale elle a 3 ans. On est vraiment au début de la transformation. On a des personnes qui sont très volontaristes, les ingénieurs qui sont très très ouverts, mais c'est aussi des experts. Donc des experts, ils ont des fois tendance à être concentrés sur leur sujet. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on choisit bien nos sujets et ce qui va nous faire basculer sur une approche produit, c'est la maturité des stakeholders, évidemment, c'est leur capacité à comprendre les enjeux et le changement de paradigme que ça va comporter. C'est le sujet principal. Au niveau, alors là, quand je parle des stakeholders, c'est vraiment interne. Donc moi, j'ai mon réseau d'influence entre guillemets. Je sais identifier les personnes qui ont le bon niveau de maturité, qui veulent porter cette démarche. Tout à fait, et qui ont compris l'intérêt et le risque aussi, parce qu'il y a un risque. Donc partir dans une organisation produit sans avoir tous les prérequis, tu prends un risque notamment financier sur le delivery. Et au niveau des clients, c'est ça qui est intéressant, c'est que des clients maintenant commencent dans les appels d'offres à parler d'agilité. Oui, de vouloir le mettre un peu de le structurer, de le mettre en place. Ouais. Ils vont nous demander la plupart du temps, quand on répond à un accord cadre, est-ce que vous avez des expertises? Donc là, en général, on va leur envoyer des CV pour leur prouver qu'on a des expertises en interne et qu'on a déjà mis en place des organisations produits. Donc ils sont intéressés, donc ils savent qu'on peut répondre. Ça commence à venir. Il y a aussi d'autres fonctions, d'autres cas de figure où on va répondre à un appel d'offres. Donc la service line va répondre à un appel d'offres, on va dire traditionnel. On va y répondre en fixed time, fixed price. Donc on s'engage vraiment entre guillemets à l'ancienne, si je peux parler ainsi. Mais par contre, on va directement discuter avec le client, qui est souvent donc quelqu'un qui travaille dans un organisme public. Et là, il y a quand même un changement qui s'opère. Ils sont intéressés, ils sont ouverts. Et donc, sur certains livrables, on peut créer des sous-livrables où on va pouvoir, absolument, on va pouvoir découper et on va pouvoir se mettre d'accord et finalement à partager cette approche qui est une partage de risque. Et on commence à le mettre en œuvre, notamment sur la partie eau et énergie.
Alors moi, mes équipes, on est fonction support d'une service line qui crée un produit autour de la gestion de l'eau, qui est un enjeu majeur et un gros business en France. Et on a des parties prenantes qui commencent aussi à être intéressées par cette démarche. Donc voilà, on le fait de manière ponctuelle, on choisit bien nos sujets parce que c'est encore compliqué, mais il y a une adoption qui est en train de se faire. Excellent. Et ça, comment tu vois la dynamique? Est-ce que tu penses que c'est logique de scaler ton organisation par rapport peut-être à une demande qui va être de plus en plus croissante sur ces sujets-là? Ou est-ce que tu te dis que demain, ça devrait être réintégré complètement dans les service lines ou en tout cas peut-être avec des périmètres séparés entre des produits scalés, peut-être vous plus dans l'innovation ou les sujets de demain? Enfin, comment tu vois les choses là-dessus? Bah écoute, la question est vraiment celle du moment. On a 3 options pour le futur. Soit on se dit, on met tout en centrale et vraiment une approche très top-down, ok, très centralisée, comme on peut avoir dans certains groupes, des groupes bancaires qui sont internationaux, mais où le headquarter en France est très puissant. Première option. Deuxième option, l'inverse. On a un central qui va être, moi c'est l'expression que j'utilise beaucoup auprès de mes équipes, maigre et musclé. C'est-à-dire vraiment très réduit en effectif, mais très musclé sur des fonctions vraiment ce qu'on appelle régaliennes, ok, ou une approche hybride, et c'est celle qu'on est en train de mettre en place, où finalement on n'aura pas un central qui va tout regrouper, mais on va avoir quand même un central où on va avoir des fonctions donc régaliennes, des fonctions normatives, on va porter des standards, on va développer des enablers, des choses qui vont faciliter la vie Ce qui peut être commun. Ce qui peut être commun à des business qui vont être complètement éparpillés sur la planète. Et par contre, on va faire aussi un petit peu de production, c'est important, c'est-à-dire pour qu'on reste crédible, on peut pas juste fonctionner en mode POC, il faut aussi qu'on soit capable de faire de la prod pour pouvoir utiliser nos propres assets. Et par contre, on met en place une gouvernance au niveau mondial, matricielle, où là, dans mes équipes, j'ai des profils de type les AI officers, ils fonctionnent aussi un peu comme ça, un peu des PMO où on va essayer de connaître les backlogs des régions ou des service lines donc en région sur des sujets digitaux. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller trouver des dénominateurs communs sur des projets et donc sur des produits. Je peux donner un exemple. On a des équipes aux Philippines et des équipes au Mexique qui font de la gestion d'autoroutes. Là, on a un très bon exemple. On imagine des synergies entre ces deux équipes. Bon, on a nous au niveau du groupe, on a une capacité d'investissement, mais on a des équipes qui ont des besoins locaux spécifiques. Il y a des us et coutumes, on va dire, au Mexique qui sont complètement différents de ce qu'on a en France. Donc, ça n'aurait pas de sens de développer un produit parce qu'elle serait désuète dès le départ. Donc, on a vraiment besoin d'aller chercher du côté local pour être pertinent et de faire en sorte que éventuellement deux régions qui sont à l'opposé puissent discuter ensemble, partager leurs enjeux. Et on a aussi nous intérêt à confier un budget de développement à ces entités pour 2 raisons. D'une part, parce qu'elles vont le fait d'avoir un développement proche de l'usage, on est plus pertinent. Mais aussi, il y a une question de coût. Nous, on est sur des coûts européens. Donc avec des TJM que tu connais de la place parisienne. Quand on travaille avec des équipes en Inde, des équipes aux Philippines, des équipes au Mexique, c'est aussi intéressant de profiter d'un marché plus local, plus pertinent et plus efficace d'un point de vue économique. Donc on met ça en place et ça demande beaucoup d'énergie. Où finalement, dans l'animation de notre organisation produit, on fait beaucoup d'organisation, beaucoup de partage de backlog, de partage de planning et beaucoup de préparation. Ok, très clair. Et on en parlait au début de l'épisode, mais tu disais une stratégie du groupe, ça a été la croissance et ça l'est toujours a priori, avec beaucoup de rachats, notamment à l'international. Est-ce que ça, c'est un sujet de ton côté au digital, à la data, en termes de pilotage, de gouvernance, de maîtrise des produits? Parce que j'imagine que les nouveaux intégrés, ils ont aussi leur technologie, ils ont aussi leur parc applicatif, leurs produits. Et ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les reprends? Est-ce que tu les laisses en local? Comment vous opérez là-dessus à chaque fois pour réintégrer comme ça des nouveaux arrivants chez vous? Ouais.
Eh ben alors déjà, ce qui est vraiment intéressant chez Egis, c'est que la typologie d'entreprises qui sont acquises par le groupe, ça va de toutes petites entreprises qui vont compter 10 collaborateurs. Okay. Donc là, quand tu as 10 collaborateurs en général, tu n'as pas de DSI, les personnes sont centrées sur un produit et sont très très polyvalentes, jusqu'à récemment, on a fait l'acquisition d'une entreprise de 1000 personnes. Donc là, par contre, tu vas avoir un existant, un legacy ou en tout cas un système d'information qui va être différent du SI d'Egis. Donc là, on a des processus de M&A, et dans ce processus de M&A, on fait des due deals, des due diligence, et donc on a un stream IT due diligence où moi mes équipes on arrive et on fait une évaluation, un assessment, excuse-moi de l'anglicisme. Voilà, sur la maturité des produits digitaux, sur les respects des bonnes pratiques. Donc en général, on se présente et on fait connaissance assez tôt dans le processus d'acquisition. Et ensuite, comment ça fonctionne? Il est tout à fait courant chez Egis qu'une entreprise qui a été acquise va être intégrée pendant plusieurs années. Ça veut dire qu'au début, elle va garder, elle sera rattachée au groupe Egis, mais elle va garder une indépendance. Donc elle aura pas forcément des laptops Egis, par exemple, ou elle va garder des mails qui vont conserver le même nom de domaine que précédemment. Et il y aura une intégration qui peut être plus ou moins rapide. Donc ça c'est pris en compte, mais néanmoins nous ce qui nous intéresse c'est pas tant l'entreprise, c'est son rattachement à la région. Et donc nous notre modèle c'est on a des correspondants régionaux, donc qu'on appelle des country digital managers ou des regional information officers. Donc eux c'est finalement c'est des gens qui travaillent en région mais qui représentent le groupe. Et donc c'est nos interlocuteurs pour étendre finalement notre capacité d'influence et de connaissance des enjeux, et qui vont donc intégrer cette dimension acquisition. Structure par zone. Exactement. Par pays ou par région. Ouais. Ok, très clair. Tu nous as donné pas mal de trajectoires sur l'organisation et l'évolution de l'organisation, la scalabilité de l'organisation. Est-ce que en termes de tendance à la fois dans l'industrie pour les clients ou pour vos clients industriels et institutionnels, ou au global technologique, est-ce que tu vois des tendances qui vont venir changer les choses, perturber les choses, sur lesquelles il faut s'adapter et sur lesquelles vous avez envie d'aller ou vous commencez à aller tout doucement? Il y a l'IA, l'intelligence artificielle, j'allais t'en parler. C'est un changement qui est profond et qui est, je veux dire, brutal dans le sens où il va très très vite. Et il va peut-être des fois, je vais pas dire trop vite, mais il va vite pour des organisations qui sont assez complexes. Donc moi, c'est vraiment le sujet principal. Et donc l'IA, ça va transformer les métiers de l'ingénierie profondément. Ça va aussi transformer la manière dont on va répondre à des sollicitations externes. Finalement, l'IA, ça va aussi devenir potentiellement un produit qu'on va pouvoir vendre. Aussi, on va pouvoir le commercialiser. Donc moi dans mes équipes concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité d'améliorer la productivité de mes équipes de développement, donc en faisant sautillés par l'IA effectivement, mais au-delà de ça on veut transformer les métiers de l'ingénierie, on veut répondre justement sur des produits digitaux, on commence à faire des produits digitaux autour de l'IA, on en a parlé tout à l'heure, on a d'autres projets qui arrivent et qui vont devenir donc des produits. Donc en fait, le changement vraiment qui est fort autour de l'intelligence artificielle, c'est le fait qu'on a un sujet technologique qui, je trouve, est finalement c'est le plus simple parce que la techno, on arrive à avoir l'expertise relativement facilement, notamment quand on est en Europe où on arrive à trouver des très bons partenaires. Mais c'est vraiment ce sujet d'acculturation de l'IA auprès de tous les collaborateurs. Et de le faire dans une entreprise qui doit continuer à délivrer de la valeur pour ses clients et qui peut pas non plus s'arrêter de travailler. Donc ça c'est un changement, donc on passe énormément de temps et d'énergie pour faire de l'acculturation. On fait des capsules vidéo, du e-learning, on fait des webinaires dans plein de langues différentes. On utilise aussi l'IA pour faire de la traduction en temps réel. Donc ça c'est vraiment ce qui va changer les choses. Il y a un autre sujet qui est aussi important, c'est de réussir pour un groupe comme Egis à recruter une expertise, alors produit ou technologique forte. On arrive à acheter sur le marché de la prestation de services, notamment à Paris, du product management, ça se trouve facilement, des compétences tech, ça se trouve facilement. Et réussir à les s'intégrer dans le groupe, à les internaliser,
à faire connaître Aegis, à montrer qu'Aegis est une entreprise qui s'investit sur l'innovation, sur ces sujets-là. Le faire en France, mais le faire au niveau global, c'est un énorme enjeu. Je pense que pouvoir capter et internaliser sur le long terme des expertises de ce type-là, c'est des enjeux pour Aegis et pour nos compétiteurs. Très clair, très clair. Peut-être une dernière question sur le sujet de l'IA, vu que tu l'attaques de plein fouet. Tu le disais, c'est un challenge de faire vivre plein de choses en même temps. Aujourd'hui, entre des produits digitaux classiques et de l'IA, comment tu équilibres les choses? Est-ce que tu te dis que de toute façon, demain, il y aura de l'IA dans toute solution digitale? T'en as un petit peu parlé. Est-ce qu'il va y avoir du pur produit AI demain? Parce que c'est une nouvelle technologie, comme des agents ou des assistants. T'en parlais même pour mieux travailler. Voilà, comment vous arrivez à équilibrer tout ça et comment tu vois les choses demain? Est-ce que ça va s'inverser? Alors, on travaille chez Aegis, on a des partenaires, des gros éditeurs logiciels dans le métier de l'ingénierie. Voilà, on va parler de Revit, on va parler de Bentley, on va parler d'Esri pour le système d'information géographique. Donc, on achète chaque année pour des sommes assez importantes, des licences pour vraiment accompagner nos ingénieurs. Et là, les gros éditeurs, ils ont déjà intégré dans leur roadmap, on va dire l'IA. Donc déjà, on a cet enrichissement qui vient des feuilles de route des gros éditeurs. On a aussi nous donc développé en interne des produits IA. Donc on a développé une IA générative qui s'appelle Iris, qui est utilisée par chaque mois. Il y a 7000 collaborateurs qui l'utilisent. Donc il y a un taux d'adoption qui est élevé. Et donc on fait aussi des cas d'usage, comme je l'ai dit, sur des sujets core business. Néanmoins, moi, ce qui m'interpelle et ce qui fait aussi partie de la stratégie de développement de l'IA, c'est une stratégie make or buy. C'est de dire pour un groupe comme Aegis, qui est un groupe dont le métier premier, c'est pas le développement informatique. On n'est pas chez OVH Cloud, typiquement, ou chez OVH Cloud, tu as pour plus de la moitié des collaborateurs qui sont des développeurs. Chez Aegis, on a beaucoup d'ingénieurs qui savent faire du développement, mais le développement informatique n'est pas leur cœur de métier, leur compétence principale. On va se poser la question du make or buy sur l'IA, et donc si on prend la décision pour moi d'internaliser un développement IA, ça veut dire que on va devoir faire face à des enjeux forts d'expertise en interne qui vont être difficiles à mobiliser et à pérenniser dans le temps. Pour moi, si on décide de faire du make en interne, ça veut dire que in fine, on va vouloir en faire un produit vendable et valorisable auprès de nos clients. D'accord. C'est là où vous dites on le fait en interne ou alors on l'achète, quoi. Bah en fait, c'est ma conviction. Il y a un ticket d'entrée si on le fait qui est très fort. Il y a un effort d'adoption qui va être très fort. Ça veut dire qu'on va devoir investir beaucoup. On va être un peu plus lent que le marché si on l'internalise, parce que encore une fois, c'est la direction digitale, elle est relativement jeune. On n'a pas énormément de compétences sur le sujet, donc on va avoir tendance dans notre stratégie make or buy à le prendre en compte. Et si c'est pas un produit qu'on souhaite vendre en direct avec notre propre propriété intellectuelle auprès du client, dans ce cas-là, on est en train de mettre en place une autre approche, notre capacité à faire du bench, donc de l'analyse du marché très rapide sur des enjeux stratégiques pour Aegis autour de l'IA, et d'être capable de tester rapidement des solutions du marché, de dire c'est intéressant, c'est pas intéressant. Si c'est intéressant, on va le tester pendant 3 mois. On va voir si on peut générer de la valeur. Et si c'est le cas, on va l'intégrer dans notre portefeuille d'applications, on va dire validées, quoi. Et justement, toi qui as tout ce périmètre global, c'est une question que je t'ai pas posée. Je pense qu'on peut aussi, finir là-dessus. C'est aujourd'hui sur les 60 personnes, quelles compétences il y a dans cette soixantaine de personnes, quel métier il y a. Tu parlais d'efforts de formation avec tous ces changements, tous ces paradigmes. Est-ce que tu vois un changement au petit pas quelque part et qui est incrémental et in fine qui sera pas tant révolutionnaire que ça parce qu'in fine vous allez acheter beaucoup de choses, etc. Ou alors s'il va y avoir un enjeu de pivot fort, même des compétences, même au sein d'une équipe comme ça un peu avant-gardiste de 60 personnes, comment tu vois les choses et comment aujourd'hui c'est opéré, structuré? Si je m'intéresse à 2 profils principaux, parce que sinon ça prendrait trop de temps, on va dire au niveau des profils de développeurs informatiques. Ouais. Donc moi dans mes équipes j'ai des développeurs full stack, ok. Bon alors full stack c'est Python et React principalement.
J'en ai aussi qui font du .NET, mais on va dire principalement c'est Python React. Bon, aujourd'hui, l'IA, on utilise une solution qui s'appelle Cursor, qui est hyper utilisée par les développeurs, qui permet de gagner un petit peu en efficacité et en qualité de code. Je pense que moi, ma conviction, c'est que dans les prochaines années, il va y avoir un changement qui va être radical et où on va passer de cette approche-là où on accélère un peu les choses à une approche où on va pouvoir générer certains modules automatisés. Finalement, la chaîne, on partira d'une expression de besoin. On pourra aussi automatiser la rédaction des use cases qui seront intégrés dans Jira ou dans ClickUp. Et on aura une partie du corpus de développement qui sera généré automatiquement. Et donc, les développeurs qui sont aujourd'hui principalement des personnes où le livrable principal c'est du code, ils vont devoir évoluer sur plutôt des experts qui vont intégrer ces composants dans une plateforme. Nous, on a commencé à construire une plateforme qu'on appelle Aegis Engineering Platform et qui permet d'automatiser certaines choses. Et donc, l'idée, c'est de plateformiser un peu plus notre système d'information. Okay, et donc, d'avoir des profils de développeurs qui vont faire un peu plus du SRE, donc Software Reliability Engineer, qui vont travailler sur l'optimisation des opérations, l'amélioration du niveau de service. Et donc, quand même, une montée en gamme des expertises sur la partie technique et sur la partie fonctionnelle. Finalement, voilà, je parlais des AI officers. Moi, j'ai mes chefs de projet qui sont en train de pivoter avec un rôle de product owner. Mais on voit bien que pour une entreprise comme Aegis, où on s'internationalise, où on commence à mettre en place une gouvernance matricielle, il faut qu'on ait des profils qui soient très à l'aise dans le transverse. C'est-à-dire sur du produit transverse, en disant moi je suis basé à Montreuil ou à Guyancourt, mais je suis très à l'aise à discuter avec quelqu'un à Mexico, quelqu'un aux US. Alors il y a la pratique de la langue anglaise, mais s'il y avait que ça irait. C'est cette capacité vraiment à faire du zoom in, zoom out, à faire de la prise de brief, à discuter et à avoir de l'alignement global local avec des personnes qui sont ravies de travailler avec nous, certaines qui vont vouloir garder une forte indépendance, certaines qui vont être très très volontaristes, donc des profils très très hybrides. Donc là, on va jouer sur des soft skills, sur une forme de plasticité aussi émotionnelle. Et ça, c'est des profils qui sont rares sur le marché, qui nécessitent une maturité aussi. Et donc ça, c'est un fort enjeu de recrutement et de transformation. Ok, et compétences AI, tu parlais de tes AI officers. Pareil, vous allez quand même internaliser des compétences AI et comment tu vois les choses, vous en avez déjà, j'imagine. Et est-ce que tu vois là aussi des évolutions ou des changements par rapport à ça? On a au niveau du groupe des compétences IA, donc typiquement pour la mise en place de la Generative AI, on a des compétences avancées, des data scientists, des machine learning engineers, des data engineers. On en a un certain nombre qui vont se compter sur les doigts de 3 mains, on va dire. Donc qui sont vraiment identifiés, qui sont très bons. Donc il faut qu'on garde un noyau dur avec une forte expertise. Il faut qu'on les alimente en sujets intéressants pour eux. Donc pas faire que du run. Donc on fasse de l'innovation, du prototypage, de l'intégration dans notre plateforme. Nous on utilise le cloud privé d'Azure, ce qui présente des avantages quand on fait de l'IA, enfin en tout cas pour consommer des services OpenAI. Donc voilà, avoir un noyau dur, mais encore une fois, je pense pas que les compétences tech autour de l'IA, on est aujourd'hui 10-15 personnes, je pense pas qu'il y ait une inflation forte. Par contre, on va avoir une spécialisation et des gens qui sont capables justement de dire ok, make or buy, on est capable de dire on va pas le faire parce qu'on fait pas du make pour se faire plaisir. Donc on est aussi capable de se réaliser en faisant du bench sur des solutions techno et d'aller discuter avec des éditeurs aussi sur les aspects techno. Et par contre, on est capable de faire des cas d'usage très centrés sur la valeur produit et sur des cycles un peu plus courts. Ok, très clair. Et ma dernière question pour toi là-dessus, parce que on a eu ces conversations avec d'autres leaders du digital sur le sujet et je trouve ça intéressant. C'est est-ce que demain, il va pas y avoir une hybridation entre le make et buy? Parce qu'aujourd'hui, on a cette logique que quand on achète, on est sur de la suite éditeur assez basique, assez quelque part imposée, mais avec l'IA, tu peux énormément customiser avec de l'agentique. Tu pourrais customiser ce que tu souhaites tout en l'achetant et en n'étant pas sur toi-même de la construction. Est-ce que tu vois ça comme un mouvement ou pour toi, on va vraiment être sur une surdomination, comme on peut le voir aussi
de certains éditeurs comme Microsoft, comme Google sur le sujet, quoi. Et moi, je pense que, alors, j'écoute beaucoup de podcasts sur l'IA, donc ça nourrit ma conviction. Je pense que OpenAI aujourd'hui, on peut utiliser ChatGPT en version payante pour 20 euros par mois environ, ce qui est vraiment pas cher par rapport au service rendu, je trouve. Je pense qu'ils vont bientôt créer des agents autour de vertical métier. Donc, je suis pas un agent comptable, un agent ingénieur, et qui vont vendre ces services beaucoup plus cher. Ça va pas être ils vont pas le communaliser comme ils le font aujourd'hui. Ils seront en mode, pour 10 000, 15 000 euros par an, vous êtes capable, en tant que décideur, de remplacer potentiellement un ETP par un agent. Donc ça, je pense que ça va se produire. Et donc pour des entreprises comme Aegis, ce sera de se positionner de comment est-ce qu'on intègre ça dans notre système, dans nos valeurs, dans notre core business. Qu'on soit capable c'est comme pour le développement informatique, qu'on soit capable de dire, il y aura aussi un agent développeur, qu'on soit capable de dire, ok, on fait pivoter nos expertises, peut-être qu'on aura 60-70% des sujets qui seront générés automatiquement par des agents, et donc le reste, on doit monter en expertise, monter sur du matriciel, sur du transverse, finalement la capacité à faire profiter toutes les régions de ces avancées, voilà, c'est un point important. Et aussi autour de l'IA, j'en ai pas trop parlé, mais on passe beaucoup de temps à c'est pas le mot rassurer, mais à expliquer le changement. Donc on a une charte éthique autour de l'IA, donc aussi rassurer sur le fait que les collaborateurs auront leur place, mais qu'il y aura des changements sans doute sur leur positionnement. Et les gros éditeurs, les gros éditeurs qui ont des moyens financiers très importants sont déjà dans la course. Et c'est vrai que se pose la question de petits éditeurs ou de petites entreprises, petites par leur surface financière. Il y a une course qui est en train de s'opérer, et les gros sont en train d'aller très vite et d'avoir une position dominante, à mon avis, dans pas très longtemps. Ok, très chouette. Chouette. Romain, après, je sais pas si tu as un petit message pour la fin ou un sujet sur lequel tu voulais insister en conclusion de notre épisode. En conclusion, le truc un peu marrant, c'est que c'est pour ça que je viens aussi aujourd'hui, c'est que on a chez Aegis un intranet qui s'appelle Genius, et on a des sites pour communiquer. Et finalement, je me rends compte que c'est principalement sur les réseaux sociaux externes que j'ai des interactions avec les collaborateurs Aegis. Donc j'ai des personnes qui travaillent dans des régions étrangères, donc des Scrum ou des PO, qui me contactent sur LinkedIn en disant ouais c'est chouette, donc il y a bien des agilistes chez Aegis. Donc voilà, le message c'est mon profil sur LinkedIn, contactez-moi si vous êtes chez Aegis, avec grand plaisir, et même si vous avez des questions, moi je serais ravi d'y répondre. Et puis voilà, on se nourrit des échanges et des interactions, donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup, et puis écrivez à Romain si vous avez des questions, que vous soyez au sein des Aegis Group ou ailleurs. A priori, il y a plein de choses à faire et plein de besoins. Exactement. Merci beaucoup Romain pour cet échange. Merci Martin. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet, et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!